Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et tout ce qui l'entoure. Pour moi, la meilleure antidote en fait du stress, c'est passer à l'action. C'est faire quelque chose. Dans cet épisode, on va parler du stress, mais aussi de ce que le sport peut apporter pour apprendre à le gérer. À mon avis, le stress augmente certaines hormones qui sont pas très bonnes pour le corps. Comment gérer la pression autour de la performance. Et petit à petit, en fait, on va se rendre compte que mais en fait, ça me fait du bien. Ça me rend heureux, ça me rend actif. On en parle aujourd'hui dans notre Gyms Van. La meilleure manière de découvrir notre invité, c'est sur son appareil de fitness préféré. Et aujourd'hui, on est au Leg Extension avec Cédric Dumont. Mais il faut surtout le connaître comme pionnier en sport extrême et aventurier. Son appareil de fitness préféré, le Leg Extension pour mes genoux. Sa musique préférée durant un entraînement, la musique qui me donne la pêche, qui me booste. Son repas post-workout préféré, des protéines, donc une entrecôte, des œufs. Son sport de prédilection, le golf. Sa meilleure manière de gérer le stress, bouger, faire quelque chose, passer à l'action. Et ton métier en un seul mot, aventurier. Avant de parler fitness, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne et bien sûr, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Salut Cédric, comment tu vas ? Super. Ouais, vivant. C'est bien pour un podcast. Pas mal, hein, ouais. Donc tout d'abord, avant de commencer, moi j'aime bien savoir un petit peu comment s'est passée ta semaine ou comment s'est passée ta semaine passée. Ma semaine passée s'est passée en montagne, dans la neige. J'ai jamais vu autant de neige. J'ai pas vu le soleil, mais voilà, j'ai skié toute la semaine. T'as pris du plaisir. Ouais, exactement. J'adore skier, donc tout va bien, en forme. Je reviens d'une semaine de ski. Ressourcé. Il y a pire. Ouais, c'est vrai qu'il y a pire. Et sinon, j'aime bien savoir aussi un petit peu comment toi tu fais pour gérer, on entre dans le vif du sujet un petit peu, mais ta vie perso, donc le ski et tout ça, et ta vie professionnelle. Ça demande quand même une organisation assez stricte, donc je suis assez sélectif dans ce que je fais en général, le temps et l'énergie que je vais investir dans chaque chose. Ouais. Mais je suis assez bien organisé, je pense que c'est une de mes forces, et je suis assez concentré sur mes priorités en fait. Ce qui est aussi une de mes points forts depuis toujours. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs. Donc, t'as toujours bien défini déjà tes objectifs, j'imagine. Oui. Mais ensuite le processus, quoi. Oui, voilà. Donc pour y arriver, je sais ce que je dois faire et pour moi ça fait partie de mes habitudes, de mes routines de vie et voilà, je vais pas en déroger. Et donc tu disais tu t'es dirigé progressivement vers le saut en parachute. Progressivement, oui et non, puisque en fait mon but c'était d'être pilote et puis très vite je me suis dit non, la chute libre me correspond mieux à cet âge-là et avec mes aspirations, etc. Et puis pour moi, comme je le dis, c'était vraiment un mélange parfait de vol et de sport de glisse. Ouais. Donc je retrouvais ma liberté que j'avais dans le surf ou dans le ski, mais en volant. Et ça, je trouvais magique. Aujourd'hui encore. Ouais, à chaque fois. Oui, à chaque fois, oui, c'est clair. Oui, ça reste quelque chose d'assez magique, tout simplement, oui. Et puis après, j'ai commencé par la chute libre, puis j'ai commencé à faire du base jump, ce qui est beaucoup plus excitant, mais beaucoup plus dangereux. C'est un saut à partir d'un objet fixe, comme un immeuble, un pont, une antenne, et surtout la montagne. Et c'est surtout ça qui m'intéressait. Et puis, j'ai commencé à faire de la combinaison à aile, ce qu'on voit aujourd'hui pas mal sur les réseaux sociaux. J'étais un des tout premiers. La combi à aile, c'est... Allez, on va dire ils mettent les bras en X et ils ont un bras entre comme un écureuil volant. Voilà, c'est ça, exactement. un écureuil volant, d'accord. Donc on était des pionniers quelque part. C'était un Français qui était vraiment le tout premier, Patrick de Gaillardon, qui était un pionnier dans plein de disciplines différentes. Et il avait repris la combinaison à aile, qui est un concept qui existait, mais où tout le monde se tuait. Et donc lui, il l'a remis au goût du jour, voilà, et puis c'est parti comme ça, mais on connaissait rien. Il l'a fabriqué pour qu'elle fonctionne. Il l'a fabriqué pour qu'elle fonctionne, il s'est quand même tué aussi. D'accord. Donc pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'expérience, on n'avait pas de connaissances, c'était vraiment une exploration en
temps réel. Ouais, et ça te faisait pas peur à l'époque, ce genre de choses? Non, on n'y pensait pas trop. Je pense qu'on était tellement excités de découvrir une nouvelle discipline et de la faire avancer avec du matériel, avec des connaissances, avec des datas aussi, etc. Que non, quand je regarde en arrière, je suis quelque part content d'être là. Est-ce que tu peux me raconter ton premier saut? J'imagine c'est Mon premier saut d'avion, base jump. Ah, base jump, c'est le plus intéressant. Oui, alors mon premier saut de base jump, c'était je pense en 97, d'un pont à la frontière allemande, près de Verviers. Pas trop loin quand même. Ouais, c'était tout à fait, enfin c'est encore totalement illégal. Et c'est un pont de 75 mètres. Ouais, c'est le pont de Saint-Vite. Je connais. Non. Et c'est une région assez lugubre quand même. Je me souviens, il y avait du brouillard. Et on s'est arrêté au bord de l'autoroute. On est sorti. Je me suis préparé. Et voilà. Mais je savais que je voulais le faire. Je m'étais préparé mentalement, physiquement. J'avais quelques centaines de sauts de chute libre, donc de parachutisme conventionnel, on va dire. Donc j'avais quand même une perception de mon corps dans l'espace. J'avais une bonne connaissance d'une voile, enfin d'un parachute, pour me guider. Je savais en cas de problème, je savais comment réagir, etc. Mais que quelque part, c'est la première fois, donc tu crois que tu sais, mais peut-être pas. Mais c'est ça qui est excitant aussi, c'est de partir vers l'inconnu. Ouais. Et donc tu parlais de te préparer. Moi, il y a un sujet surtout qui m'intéressait, la préparation, on va dire, mentale par rapport à ça. Parce que tu l'avais jamais vécu avant. Avec 27 ans d'expérience maintenant, c'est quoi les conseils ou qu'est-ce que tu mets en place pour te préparer? Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la concentration, il y a ton matériel, il y a les conditions météo. Il y a arrivé, c'est un jeu mental en fait, à éliminer tes pensées négatives et à remplir ton cerveau de pensées positives. Mais pour ça, je le répète, il faut vraiment une base technique avant tout. Donc pour moi, il y a pas vraiment, il n'y a pas de shortcut comme on dit. C'est une préparation et la base avant tout, comme dans toute discipline, c'est des compétences physiques, c'est des compétences techniques. On peut être très fort mentalement, si j'ai pas les compétences techniques et l'entraînement et la préparation physique, etc., je vais être nul. Donc ça, la technique, c'est sur le saut, tu parles vraiment. Oui, voilà, comme dans n'importe quel sport. Hein. Si tu sais que techniquement t'es bon, ça va, tu vas te sentir plus en confiance. Donc mentalement, tu vas être plus dans le moment présent. Et en fait, pour moi, il y a une règle de base qui est en fait pour la performance, c'est arriver à rester dans ce moment présent. Pas être dans le passé. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Et ni dans le futur. Dans ce qui pouvait arriver ou ce que tu n'as pas fait. Voilà. Donc, et ça paraît très simple à comprendre, mais c'est très compliqué à appliquer. Mais à un moment, avant de sauter, tu es complètement dans ce qu'on appelle un état d'hyperconscience, en fait. Donc, il y a une partie de neurochimie, il y a... Voilà. Mais c'est dans plein de sports. Hein. Ouais. Est-ce que cet état, tu arrives à le reproduire à d'autres moments en recréant toute cette ambiance, on va dire, toute cette préparation j'imagine ça doit être, pour te préparer, tu dois avoir des routines 2-3 jours avant déjà, vérifier ton parachute, faire tchic-tchac. Pas des croyances, mais je parle de routine d'entraînement. Mais pour moi, ça fait partie de ma... on va dire routine de performance. Et je pense que ça m'a appris aussi à être très intentionnel dans ce que je fais. Donc si je vais à la salle de gym par exemple, je suis dans le moment présent. Je ne vais pas regarder un film sur Netflix, je ne vais pas regarder mon téléphone, je fais mes exercices en étant vraiment complètement immergé et impliqué dans ce que je fais. Et il y a des études qui prouvent que c'est en fait beaucoup plus efficace. Ouais. En tant que sportif de haut niveau, pour donner mon avis, je pense que c'est un truc hyper important et qu'on a du mal à faire parce qu'on a toujours pensé à plus tard, à l'objectif suivant, à la suite, à l'action d'après, et c'est comme ça que tu te perds un petit peu. Pour l'avoir vécu il y a quelques jours, d'ailleurs, il y a une semaine en compétition où ça s'est pas très bien passé pour nous, et c'était ça. Donc on a eu du mal à être dans le moment présent parce que première fois qu'on jouait au Kenya par exemple, un peu 30 000 personnes, première fois qu'on voit ça, et donc en fait tu
tu penses à la télévision, tu penses à ta famille, tu penses à d'autres choses, et donc tu penses pas à ce que tu dois faire maintenant. Ouais, tu as beaucoup de distractions. Voilà, c'est ça. Hein, et tu te mets une pression qui n'est pas vraiment nécessaire. C'est une pression externe, en fait. Comme tu dis, tu as ta famille, tu as des gens qui regardent, etc. Donc, ce qui ajoute une pression supplémentaire, et ça t'empêche quelque part d'être vraiment en pleine conscience ou en hyper-conscience. C'est du bruit, en fait. Ouais, c'est du bruit. Ouais, mais comme dans la vie courante, hein, on a tout le temps du bruit. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme les voitures qui passent. Il faut rester concentré. Et sinon, pour parler d'un sujet aussi qui m'intéresse, et tu y es peut-être plus confronté, mais par rapport au stress, avant de sauter, tu dois en avoir. J'imagine que tout le monde en a, même si tu as fait des milliers de sauts. Comment tu le gères, ce stress ? Je parle pas de pression, mais je parle plutôt de ce stress, cette sensation qu'on ressent et qui peut peut-être perturber ou te mettre à la faute. Moi, je dis souvent, si l'envie, si le désir de passer à l'action est plus grande que la peur, ben, tu vas le faire. Et ouais, pour moi, la meilleure antidote en fait du stress, c'est passer à l'action. C'est faire quelque chose. C'est faire quelque chose. Ouais. C'est pas très compliqué, hein. Mais il faut le faire. C'est le faire et aussi lâcher prise par rapport à ce besoin qu'on a de tout contrôler en permanence. Je voulais te poser une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que justement, donc passer à l'action, c'est ce qu'on doit en retenir, mais est-ce que tu as des conseils pour les gens qui ont quand même du mal à passer à l'action ? Parce que quand tu le dis comme ça a l'air simple, mais j'imagine que tu as travaillé là-dessus pour que ça devienne inné. Je pense que souvent, on se donne des objectifs beaucoup trop grands. Souvent, quand on doit commencer quelque chose, par exemple, aller s'entraîner à la salle de gym, etc., on se dit, ouais, il faut que j'y aille 5 fois par semaine, etc. Et on voit très vite qu'on ne va pas y arriver parce qu'il y a la vie, etc. Et voilà, donc commencer petit. Et petit à petit, en fait, on va se rendre compte que, ah oui, mais en fait, ça me fait du bien. Ça me rend heureux, ça me rend actif, etc. Voilà. Mais il faut trouver son rythme, il faut y aller petit à petit, étape par étape, et pas forcément penser à un résultat final. Je pense que c'est comme un alpiniste, il pense pas au sommet, il pense à chaque pas. Au pas suivant. Au pas suivant, à chaque mètre, à chaque camp de base. Et plus on est concentré sur ce processus, et ces petites étapes, en fait, plus facilement on va atteindre son objectif final. Comme dans chaque épisode, on écoute la question d'un gymseur et on tente d'y répondre ensemble. Avant une compétition ou un nouveau challenge, je suis souvent stressé. Aurez-vous des conseils à me donner ? Alors Cédric, petite question. Pour les personnes qui sont stressées avant les performances ou les compétitions, comme moi par exemple, quels sont tes conseils pour apprendre à gérer ce stress et cette pression ? Déjà, il faut peut-être changer sa vision de la pression. Et la pression est un privilège quelque part. Pressure is a privilege. Donc quand on voit ça comme ça, on se dit mais en fait j'ai la chance d'être là, de pouvoir performer dans ce que je fais, de pouvoir m'exprimer quelque part. Donc ça change déjà toute ta perception de voilà. Donc tu passes quelque chose de négatif, la pression, le stress, etc., à quelque chose qui, en fait, je suis excité de le faire. Transformer ce stress, cette peur en excitation quelque part, et se dire j'ai envie, et puis advienne que pourra, parce qu'au bout du compte, j'ai pas grand chose à perdre. Donc moi, quand je suis souvent, je suis pas souvent stressé, mais tu te poses des questions, est-ce que tu vas être est-ce que je vais réussir, est-ce que voilà, exactement, je me dis écoute, je vais le faire, et puis je découvrirai pendant que je le fais. Et si c'est pas bon, c'est pas bon. Et si c'est bon, tant mieux. J'aurai des nouvelles compétences, je vais apprendre quelque chose de nouveau, etc. À l'inverse, on parle beaucoup du stress comme s'il diminuait les performances actuellement. Donc, dans un stress un peu négatif, est-ce que toi, il te galvanise justement ce stress ? Je vois duquel on parle, celui que tu ressens un petit peu au fond de toi, qui fait que tu te dis là je suis bien en fait, heureusement qu'il est là. Exactement, parce que ça te fait prendre conscience d'un contexte, d'une situation, et pour moi je dois, ok, là je suis à mon mieux, enfin voilà. Je vais y aller à fond. Tu peux pas être à moitié. Non, et je pense que moi, dans toute ma carrière, dans tout ce que j'ai fait, c'était plus qu'un engagement, c'était une obsession. Et je pense que tous les gens qui sont bons dans ce qu'ils font, ils sont
c'est une obsession. Je pense que dans le haut niveau, pour y avoir réfléchi il n'y a pas longtemps, dans le haut niveau, tu peux pas être à moitié. Si tu es à moitié, soit tu passes à côté de ta performance, soit tu passes à côté des moments que tu dois vivre. Voilà. Ça veut dire à moitié dans ton entraînement. Parce que, ah ouais, mais mes amis ils font ça, ou peut-être qu'il y avait une autre opportunité. Ouais. Et le haut niveau demande tellement de précision que si tu vas pas à 100%, tu passes un mauvais moment. Mais pas que le haut niveau. Je pense que quoi que tu fasses comme métier, il y a un moment où tu dois te dire j'y vais à fond. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'être très bon dans ce que je fais. Et si meilleur je suis dans ce que je fais, moins il y a de chances qu'on me remplace en fait. Ouais, plus t'es indispensable. Voilà, plus t'es pas irremplaçable ou indispensable, mais les gens ne vont pas m'ignorer parce que je suis très très bon. Et je pense qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il va y avoir pas mal de changements, mais je reste convaincu que les gens qui sont très très forts dans ce qu'ils font, qui prennent les risques, qui sont engagés, qui sont à fond, vont rester. C'est vrai que tu l'as dit au début de la discussion, tu as dit que le golf t'a appris pas mal de choses. Énormément. Moi, j'avais une boîte à outils dans le golf que j'ai simplement transposée à l'autre. Dans un environnement à risque, mais où le mental est très important. Et donc tout ce qui était préparation, entraînement, discipline, concentration, être dans ce moment présent, je vais pas dire que rien n'est inné pour moi. Voilà, je pense pas être quelqu'un avec un talent, etc. Mais je sais que si je travaille pour arriver à quelque chose et que j'ai une boîte à outils en fait. Ouais. Donc si demain on me dit que tu vas faire quelque chose qui est tout à fait en dehors de tes compétences, en anglais on appelle ça self-efficacy. Je sais que je pense pouvoir le faire. C'est bizarre à dire. Hein. Non, mais je vois, mais tu sais qu'il y a des bases que tu maîtrises sur certaines choses. Je crois en moi. Et je pense que c'est la base. Et ça peut paraître un peu peut-être prétentieux, etc. Mais j'ai énormément de confiance en moi. Je pense que c'est obligatoire si tu veux performer. Oui, et puis si tu veux... Et puis je m'adapte très vite aussi. Et inconsciemment, je sais que je peux m'adapter. Enfin, je m'adapte, quoi. Je m'adapterai. Toujours. Oui, je pense. Ça vient je suis un survivant. Un survivant. Et maintenant, plus actuellement, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises durant ta carrière de base jump, tes dernières compétences sportives extrêmes que tu peux transmettre à ta carrière entrepreneuriale ? Oui, parce que je pense que quand on pratique un sport où à chaque fois on prend quand même énormément de risques, après il n'y a plus grand-chose qui... Alors je ne vais pas dire qui nous fait peur, mais pour moi, la prise de risque en tant qu'entrepreneur, je m'en fous. Voilà, sauf s'il y a énormément de capitaux, etc. Pas que je m'en fous, mais je veux dire, j'ai rien à perdre. Encore une fois. Ouais, j'ai rien à perdre. Il y a une question que je me posais. On a beaucoup discuté du stress, etc. On parle beaucoup du stress sur le moment. Comme tu me disais tout à l'heure, moi, j'arrive pas à boire de Red Bull avant mes compétitions. Je pense que ça, c'est vraiment à chaque fois sur le moment, mon estomac, il coupe. Ce serait intéressant d'aborder aussi le stress amené par le sport et la performance en elle-même. Pas la performance au moment T, on va dire, donc les 10 minutes juste avant, mais est-ce que la pratique de ton sport, elle a amené du stress ? Moi, par exemple, il y a une période de ma carrière où simplement le fait de m'entraîner, d'imaginer, de voir performer, etc., il y avait une pression qui s'imposait à moi quotidiennement. Tu vois duquel stress je parle un petit peu plus. Mais de nouveau, je pense que c'est un stress ou une pression qui va te faire avancer. Enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Parce que si je n'ai pas de deadline, si je n'ai pas de pression, si je n'ai pas ce stress, je pense que je reste dans mon lit, en fait. Okay, ouais. Donc, j'ai besoin de cette pression pour me dire, OK, là, il faut que j'y sois. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais utiliser pour avancer, tout simplement, pour progresser dans ce que je fais.
tu penses que le sport, dans l'autre sens, peut amener à gérer un stress que tu peux avoir? Là, tu disais justement se sentir mieux. Mais c'est pas. Je ne pense pas. Il y a des études qui sont faites là-dessus. C'est factuel. C'est neurochimie. Oui, mais c'est un fait, évidemment. Je pense que bouger, ça va libérer des hormones comme l'endorphine, la sérotonine, la norépinéphrine, voilà, toutes des substances neurochimiques, des hormones, du bien-être, de la satisfaction, du plaisir, etc. Donc évidemment, c'est pas pour rien que tous les grands chefs d'entreprise font du sport à côté ou ont besoin d'avoir cette... Ouais, devraient. Oui, exactement. Oui. J'en connais, ils ne pratiquent pas tous, non, malheureusement. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que faire du sport, ça fait partie du... Oui, évidemment. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Ouais, mais je te crois, à 100%. Enfin, j'en suis convaincu, au fond. Ouais, mais même aller se balader, faire du vélo, faut pas... Voilà, mais... C'est vrai que là, on parle de sport extrême, mais je pense que juste aller marcher... Mais moi, j'adore aller me balader. Ça me permet de réfléchir, ça me permet de me poser, ça me permet de respirer, de ralentir pour après être plus efficace, productif et de nouveau y aller, quoi. J'ai bien aimé ce que tu as dit au début conduire sa voiture, mais sans musique, sans rien, ça te permet, je pense que marcher par exemple, etc., ou le sport, sans distraction est hyper important, parce que t'es avec ta tête tout le temps. T'es dans l'intention en fait. Ouais. Et ça te permet de mettre plus d'énergie et de concentration sur ce que tu fais. Et surtout se concentrer, parce que quand tu vas réellement faire la performance, normalement, la musique n'est pas là, pas forcément. Non, après il y a des études qui montrent qu'une musique qui va te booster, ça peut te permettre d'être plus performant, etc. Pourquoi pas? C'est perso, je pense. Ouais. Mais moi, parfois, j'aime bien le silence et réfléchir, et voilà. T'es avec toi-même vraiment 100%. Ouais, exactement, ouais. Merci Cédric d'avoir fait le tour de l'importance du sport et de la gestion du stress. On va maintenant se diriger vers nos gymseurs, savoir s'ils sont capables de faire la différence entre le mythe et la réalité. Mythe ou réalité, avant une compétition, être stressé peut m'empêcher de performer. Oui, le stress, ça peut être un facteur qui va jouer sur ses performances. Surtout que une personne qui va être stressée va pas pouvoir donner le meilleur de soi-même, d'elle-même. Donc pour moi, je pense que oui, c'est une réalité. Alors, je fais pas de compétition, mais je pense que c'est une réalité. À mon avis, le stress augmente certaines hormones qui sont pas très bonnes pour le corps. Réalité, complètement. Il faut être bien dans son corps et le stress provoque un réel handicap, je pense. On a entendu l'avis des gymseurs, mais quel est ton avis, Cédric? Est-ce que le stress empêche la performance? Le stress peut empêcher la performance, c'est clair. Après, ça dépend de la façon dont on va l'appréhender. Et si on le voit comme un boost, justement, pour passer à l'action, et je ne le répéterai jamais assez, action. On peut écouter des podcasts, on peut lire des bouquins, on peut écouter des gens inspirants, etc. Mais rien ne changera, rien va se passer si on ne passe pas à l'action. Donc pour moi, c'est vraiment la base. Merci Cédric pour cet épisode, super enrichissant sur le stress. Je prends des trucs pour moi également pour mes compétitions. Mais est-ce que toi, tu as des choses qui te motivent? Une chanson, un objet peut-être, une personne, quelque chose qui continue de te faire avancer encore maintenant? Ma famille me motive énormément, mon fils et mon épouse me motivent à être meilleur chaque jour. Donc ça, c'est pour moi quand même une grosse source de motivation. Être un bon papa, transmettre des valeurs, et j'espère qu'il sera aussi heureux et épanoui que moi. Est-ce que tu l'invites déjà à venir avec toi sur tes exploits sportifs? Non, du tout. Non, on partage d'autres sports ensemble. On joue un peu au golf ensemble. Il adore le basket. Il est fou de basket. Et il surfe énormément aussi. Un peu le sport de glisse. Il skie, voilà, exactement. Donc, mais il joue au basket, et ce qui me plaît, c'est que c'est un sport que moi, j'ai jamais pratiqué. Ça te permet de découvrir quelque chose. Ouais, aussi. Exactement. Mais tout à fait. C'est vraiment ça, quoi. Et je trouve ça magnifique, explosif, athlétique. Donc, c'est bien, très bien.
C'est la fin de cet épisode et on se retrouve déjà dans un peu moins d'un mois pour le prochain épisode où on parlera des effets du sport sur le sommeil. Le fait de faire du sport, ça nous détend, ça nous relâche, ça fait en sorte qu'on se libère de notre stress journalier, ce qui en soi va aussi faciliter l'endormissement au soir. Quel est le lien entre le sport et le sommeil ? Tu vas avoir une période de temps d'adaptation que tu vas devoir prendre en compte après ta séance avant de pouvoir avoir un timing idéal pour t'endormir. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr de cliquer sur la petite cloche si vous ne voulez rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne, il y a 8 épisodes, je suis sûr qu'il y en a un qui devrait vous plaire. Et bien sûr, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt.